Arc-en-ciel avec Abdilatif. L'info libre et crédible. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec monsieur Gérald Olivier. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Il faut bien préciser à notre auditoire que monsieur Gérald Olivier, journaliste, blogueur et éditorialiste sur atlantico.fr, Gérald Olivier commente l'actualité avec le regard d'un franco-américain. Il a un blog très consulte sur le net, France-Amérique. Et on peut préciser que je suis également chercheur associé auprès d'un institut qui s'appelle l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, qui est présidé par M. Emmanuel Dupuis. Exactement, notre ami Emmanuel Dupuis qui s'est intervenu hier sur cette situation, mais là on a besoin d'une vision plutôt américaine sur ce qui se passe, et notamment ce qui se passe aux États-Unis, et cette situation inédite donc dans l'histoire des États-Unis, comment Bill Gates est devenu l'anti-Trump. Nous constatons de grandes personnalités, de milliardaires, comme tout le monde le sait, un qui préside une fondation, la fondation Bill Gates, est aussi un président des États-Unis, et on se trouve dans un conflit qui mène rien de bon pour les États-Unis autant que pays, déjà dans un premier temps. Mais ce conflit révèle autre chose, révèle qu'il y a des paramètres que Bill Gates défend et que M. Trump ne défend pas, notamment la science. M. Bill Gates aussi prêche la complexité et les vertus du multilatéralisme, mais aussi il est mondialiste, c'est tout le contraire par rapport à M. Trump. Comment vous voyez cette situation actuelle sur le plan interne aux États-Unis? Tout d'abord, la première chose qu'il faut rappeler, c'est que l'opposition entre Donald Trump et M. Bill Gates, elle n'est pas récente, elle n'est pas née de la crise du coronavirus. Les deux personnages, qui sont des personnages publics aux États-Unis, n'ont jamais été sur les mêmes longueurs d'onde, pourrait-on dire, et vous l'avez très bien résumé. Bill Gates est un milliardaire aujourd'hui devenu philanthropiste, c'est un internationaliste, un globaliste et un multilatéraliste. Donald Trump est un milliardaire, pas encore philanthrope, mais en tout cas un petit peu, mais pas à la dimension d'un Bill Gates, mais qui lui est un nationaliste économique et plutôt un bilatéraliste lorsqu'il s'agit d'avoir des relations avec ses voisins ou ses partenaires commerciaux, mais il ne voit pas du tout le monde de la même façon. On assiste depuis quelques semaines à une montée de fièvre qui est, disons-le, soyons honnêtes, qui est aussi voulue par les médias, parce que ça fait toujours de la bonne copie, une petite poussée de fièvre autour du coronavirus. Et il y a deux choses à dire. La première, c'est que cette poussée de fièvre tourne autour de la conception d'un vaccin, d'une part, et elle tourne autour également de la position des États-Unis vis-à-vis de l'OMS. Parce que, comme vous le savez, il y a aujourd'hui un conflit ouvert entre l'administration Trump et l'OMS. Donald Trump et son administration reprochent à l'OMS d'avoir très mal géré la crise du coronavirus au plan global et d'avoir été l'instrument de la Chine, voire de la propagande, voire des mensonges chinois dans cette crise, ce qui a provoqué des dégâts considérables, comme on a pu constater sur les économies et en termes de crise sanitaire dans les pays occidentaux. Donc il y a une guerre ouverte entre Trump et l'OMS. Or, les États-Unis sont le premier contributeur financier de l'OMS. L'OMS étant une agence de l'Organisation des Nations Unies. Elle est financée par différents pays, différents groupes privés également. Les États-Unis donnent 500 millions tous les ans, ce qui représente entre 12 et 15% du budget, 10 fois plus que ce que donne la Chine tous les ans. Mais le second plus gros contributeur à l'OMS, c'est la fondation Bill Gates, qui en tant que fondation donne à peu près 300 millions tous les ans à l'Organisation mondiale de la santé. Ce qui fait que même si Donald Trump
menace de geler, ce qu'il a effectivement fait, il a gelé la contribution américaine jusqu'à ce que cette agence se réforme, le premier contributeur à l'OMS aujourd'hui est un citoyen privé, Bill Gates. Il a entièrement le droit de faire cela. Les Américains respectent l'argent au sens où c'est un argent qu'il a gagné et il peut en disposer à sa façon. Donc s'il a envie de l'investir au service de cette organisation, il le peut. Mais il est évident que ça crée un conflit lorsque le président fait quelque chose et que le deuxième, ce qui n'est pas l'Américain le plus riche, l'Américain le plus riche, je crois que c'est toujours M. Warren Buffett, donc Bill Gates est le deuxième Américain le plus riche, lui continue de soutenir cette agence qui est ouvertement critiquée par le gouvernement, ça crée inévitablement un conflit. Donc il y a un premier point ici. Le deuxième point tourne autour du vaccin. Parce que M. Bill Gates soutient la recherche pour produire un vaccin, c'est une recherche qui souhaiterait, je dirais presque supranationale, et il souhaiterait que ce vaccin, une fois qu'il est obtenu, eh bien, il soit mis à la disposition de l'ensemble des populations du monde et puisse être produit auprès de l'ensemble des populations du monde. Il a un plan très précis pour produire ce vaccin en un temps record qui, d'après lui, serait malgré tout d'environ 18 mois par rapport au mois d'avril dernier. Donc, on est en train d'envisager quelque chose pour décembre 2021, la fin de l'année prochaine au plus tôt. Et il affirme que très souvent les vaccins prennent plus longtemps que cela. Mais ce qui accompagnerait ce vaccin, selon M. Bill Gates, serait également un traçage. C'est-à-dire que les gens qui seraient vaccinés seraient répertoriés ou bien auraient un petit signal sur leur téléphone pour indiquer qu'ils ont bien été vaccinés, de telle manière que lorsque ces personnes circulent de par le monde, eh bien, on sait qu'elles ne propagent pas le virus avec elles. Et ce traçage a fait scandale aux États-Unis. Parce que, crise du coronavirus ou pas, il n'est pas question pour les Américains d'abandonner à ce point ce qu'ils appellent leur liberté individuelle. Si vous regardez le confinement aux États-Unis, ce que les Américains ont appelé le lockdown, le confinement aux États-Unis a été très contesté dans énormément d'États pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir beaucoup plus qu'en France. Et il a été contesté parce que pour beaucoup d'Américains, c'était prendre de la part du gouvernement des pouvoirs qu'ils n'avaient pas et des pouvoirs que le peuple ne leur avait pas donnés. Or, Monsieur Bill Gates, tout milliardaire qu'il est, personne ne l'a élu nulle part. C'est un citoyen privé. Et en ce sens, les Américains ne reconnaissent pas quel est le droit, ou selon quel droit un citoyen privé peut-il décider de ficher l'ensemble des citoyens de la planète. Et puis évidemment, ça a fait beaucoup sourire, parce que tout le monde a très bien compris qu'il serait fiché sur un fichier Microsoft, qui malgré tout est la compagnie de Monsieur Bill Gates. Donc, cette intervention de Monsieur Bill Gates a suscité un certain nombre de réactions viscérales d'un point de vue idéologique, un petit peu plus ironique, mais il s'est mis en avant sur un thème très généreux, très philanthropiste, trouver un vaccin pour le coronavirus, mais ce thème immédiatement a dérivé vers ce que les Américains rejettent au plus haut point, en tout cas les électeurs de Trump, c'est une forme de contrôle globalisé de leur population, de leur positionnement, parce qu'à partir du moment où vous avez ce traçage, eh bien, quelqu'un, quelque part, sait tout ce que vous faites tout le temps. Il suffit que votre téléphone soit branché. Tout le monde a toujours un téléphone branché. Eh bien, le gouvernement, c'est Big Brother à l'échelle 1000, en quelque sorte, hein. On sait tout sur vous, où vous allez, qui vous voyez, par où vous passez, à quel moment vous le faites. Donc, c'est un système qui, pour l'instant, n'a aucune chance d'être approuvé ni par le Congrès, ni par les électeurs de Donald Trump, ni par les Américains en général. Et du coup, recherche sur le vaccin ou pas, la proposition de Bill Gates n'a pas été appréciée dans une certaine partie de l'électorat. Et puis, Donald Trump a eu besoin de répondre, parce qu'il aime bien également être sur le devant de la scène. Et il y a une dizaine, donc c'est même pas une dizaine de jours, c'est la semaine dernière, il est intervenu pour annoncer un programme qu'il a appelé en anglais le Warp Speed. Alors, Warp Speed, je sais pas traduire ça en français, mais c'est la vitesse lumière en quelque sorte. C'est une expression qu'il avait empruntée à une série télévisée qui s'appelait Star Trek. Je sais pas si vous vous souvenez. Oui, à l'époque, oui.
série d'anticipation. Et son idée, c'est de parvenir à un vaccin avant Noël. Oula. Avant Noël 2020. Peut-être même de commencer des essais assez étendus à partir du mois de septembre. Et il est soutenu par un certain nombre de laboratoires, dont un laboratoire qui s'appelle Moderna. Et il a placé un ancien membre du conseil d'administration de Moderna, Monsieur Slaoui, qui est d'origine marocaine, et il l'a placé à la tête de cette force de travail pour parvenir à un vaccin dans un délai qui défie toute plus rapide que ce qu'on a jamais vu jusqu'à présent. On ne sait pas du tout si c'est possible. Apparemment, il y a énormément de laboratoires qui travaillent, qui sont très avancés, des laboratoires britanniques qui avancent également là-dessus. Et le gouvernement américain, par le CDC, a mis énormément d'argent sur la table pour financer non seulement la recherche, mais également la production, parce que produire un vaccin, ça prend également du temps. Et donc, pour l'instant, entre Monsieur Bill Gates, qui promet un vaccin décembre 2021 avec un traçage derrière, et Monsieur Trump, qui promet un vaccin décembre 2020 et sans traçage, l'avantage est à Monsieur Trump. Mais c'est pas forcément ce que vous lirez dans les médias américains, parce que, malgré tout, Donald Trump reste un président très controversé, et qui n'a pas les grands médias avec lui. Justement, parce que là, vous avez évoqué un certain nombre de points qui m'interpellent, et notamment de guerre commerciale, là, quelque part. Hein. Donc, puisqu'on parle d'un citoyen milliardaire qui cherche à gagner de l'argent, en gros, et qui est controversé aussi pas que aux États-Unis, il y a aussi en Afrique. Tout le monde parle de cette laboratoire, cette grande laboratoire d'essai et qui s'appelle l'Afrique, après l'échec de l'Inde. Le souci qui se pose actuellement, Monsieur Gérald Olivier, c'est que cette affaire se produit, ce conflit ouvert se produit, et nous sommes pas loin de 3 novembre 2020, les élections présidentielles. Et comme tout le monde le sait, ce monsieur donne de l'argent normalement, par coutume, aux deux partis, pas que aux républicains. Y a-t-il une possibilité que cette affaire devienne politisée et que les démocrates sautent dessus et attire vers eux M. Bill Gates et on rentre sur un conflit politicien américain? C'est déjà un petit peu politisé, hein, faut quand même le reconnaître, parce que Trump fait partie de l'équation. Si vous sous-entendez par là que Bill Gates aurait des ambitions politiques, personnellement je ne crois pas du tout. C'est pas du tout son milieu. Il a quand même, il a 64 ans aujourd'hui. C'est 10 ans de moins que Monsieur Trump, mais il a jamais fait de politique. C'est jamais faire de la politique, ça veut dire se faire élire. C'est beaucoup plus compliqué de se faire élire ou de faire passer ses idées, même avec de l'argent. Et c'est s'exposer à certaines attaques. On l'a bien vu, la politique américaine publique est assez impitoyable. Par contre, que Monsieur Bill Gates s'initie un petit peu dans la campagne à travers un financement du candidat démocrate plus important que le financement de certains candidats républicains, ça c'est fort possible. Mais ça ne pose pas de problème, encore une fois, parce que d'abord les républicains ont aussi leur source de financement, et les règles politiques aux États-Unis font aujourd'hui que aussi bien les personnes morales que les personnes physiques sont libres de donner à la cause, pas forcément à la personne, mais à la cause de leur choix. Bill Gates a très bien géré sa post-carrière Microsoft, et malgré tout, même s'il souhaite que sa compagnie gagne de l'argent, il soit surtout extrêmement puissante, il faut quand même, je dirais, souligner l'importance des dons qu'il fait dans le monde. Et malgré tout, on critique beaucoup en France où on n'aime pas l'argent, on critique les milliardaires, qui ne cessent de pestiférer contre eux, ils gagnent trop, etc., etc. Moi, je remarque quand même qu'il y a une tradition américaine, c'est une tradition très protestante. Une fois qu'on a gagné de l'argent, on redistribue cet argent. Et Bill Gates l'a très bien mis en application. Il soutient principalement des causes médicales. Il soutient beaucoup des luttes contre les vaccins, c'est vrai, en Afrique et en Inde, parce que ce sont des régions d'abord très peuplées,
et ensuite avec de très importantes populations défavorisées, et enfin des systèmes de santé qui sont, reconnaissons-le malgré tout, souvent défaillants. Donc ces continents sont une cible, je dirais, naturelle lorsqu'on fait de la philanthropie et de la recherche médicale. Mais cette affaire, pour moi, elle va retomber. Bill Gates n'est pas le personnage central. Donald Trump est le personnage central. Le personnage central en face de lui, ça reste Monsieur Biden pour l'instant. On verra si ça continue à être Monsieur Biden ou pas. Et puis la question centrale, ou les deux questions centrales qui vont animer la campagne électorale pour moi, ça va être d'abord l'économie. Est-ce qu'elle repart? À quelle vitesse? Comment? Et qui peut mieux la gérer? Et puis ça va être la relation entre les États-Unis et la Chine, qui sont le gros morceau du moment. Moi, je l'ai écrit, vous parliez de mon blog, j'ai écrit tout récemment qu'on entre pour moi dans une nouvelle guerre froide, une période de guerre froide entre les États-Unis et la Chine. Ce n'est plus l'URSS, mais c'est les États-Unis et la Chine communiste, la Chine continentale, parce que ce sont les deux puissances du XXIe siècle, que l'une est déjà en place, les États-Unis, et que la seconde essaye de prendre sa place, et beaucoup estiment qu'elle parviendra à le faire parce que elle a les moyens pour cela, et que alors que le président Obama avait soutenu une politique de coopération avec la Chine, eh bien Donald Trump, lui, a choisi une politique de confrontation. C'est pas une confrontation violente, c'est pas une confrontation par les armes, ça va apporter une confrontation commerciale, et maintenant c'est une confrontation, je dirais, plus idéologique, qui est plus centrée sur le soft power, sur l'influence, que sur les relations économiques, parce que les Chinois aujourd'hui ne cachent plus leurs ambitions, et l'affaire de l'OMS, si on veut revenir là-dessus, et les liens qu'ils ont réussi à créer entre eux-mêmes et cette agence, via son directeur, Monsieur Guénon, démontré qu'ils avaient compris qu'il était important pour eux d'avoir de l'influence sur le plan international auprès de toutes ces agences, parce que d'une part, ça leur permettait de pousser leurs avantages économiques, et d'autre part, ça leur permettait de travailler et d'améliorer leur image à l'international. Et donc c'est tout cela que désormais l'administration Trump veut contrer. Et pour moi, la relation entre les États-Unis et la Chine va être le gros sujet international de la campagne. D'autant plus que sur ce sujet, Donald Trump, le président en exercice, et Joe Biden, son adversaire putatif du côté démocrate, sont opposés. Parce que du temps de la présidence de Barack Obama, c'est Joe Biden qui était en charge précisément des relations avec la Chine. Et on sait que il a poussé ses relations très loin, puisque son propre fils, Hunter Biden, en a considérablement bénéficié, sur un plan purement financier, j'entends. Sauf que la Chine prend de l'ampleur, et surtout et s'implante davantage en Afrique, et tout le monde a vu son importance sur le plan économique suite à cette pandémie du coronavirus. Tout le monde attendait des masques de Chine, attendait certaines composantes de Chine, électroniques, médicales ou autres. La Chine commerciale, la Chine sur le plan économique et partout. Donc, le souci qui se pose, est-ce que M. Donald Trump a tout intérêt d'affronter la Chine sur ce terrain? Ah, bien sûr. Au contraire, c'est même là, ça va être le cœur de son argument, et je pense qu'il n'est pas le seul à avoir ouvert les yeux à l'occasion de cette crise. Je pense que même les Européens vont faire la même chose. Les Américains ont été extrêmement choqués de s'apercevoir que eux aussi manquaient de masques et qu'ils devaient les acheter sur le marché international dans des conditions qui n'étaient pas toujours très claires, et qu'il manquait également de médicaments. Il n'y a pas de traitement pour le coronavirus, mais il existe des traitements pour la fièvre. Or, l'un des symptômes du coronavirus, c'est qu'on devient fiévreux. Donc, le moyen de combattre la fièvre, eh bien, c'est de prendre des médicaments à base de paracétamol ou d'ibuprofène. Eh bien, les comprimés les plus vendus aux États-Unis qui contiennent ces deux éléments, cette sorte,
le Doliprane américain en quelque sorte, ils sont fabriqués en Chine. C'est ça. Et les Américains se sont rendus compte que leur médicament de base, pour l'approvisionnement de ce médicament de base, ils dépendaient de la Chine. Et dans le contexte d'une guerre ouverte ou d'une rivalité commerciale, la Chine décide, ben non, on vous envoie plus de médicaments, vous n'avez rien pour vous soigner. Donc, Donald Trump va dire à ses concitoyens, nous sommes fous. Nous sommes inconscients de nous mettre ainsi dans les mains de notre adversaire ou de notre rival. On va pas dire Donc vous allez voir inévitablement rapatriement des usines de production de ces médicaments de base, si ce n'est sur le territoire américain, au moins en Amérique du Nord, peut-être au Mexique, où les conditions sont un petit peu moins chères, et peut-être une diversification vers l'Inde, qui a une industrie pharmaceutique extrêmement développée, et avec qui les États-Unis n'ont pas pour l'instant une relation aussi antagoniste qu'avec la Chine. Donc d'ailleurs, les relations entre l'Inde et les États-Unis mériteraient de se développer, et c'est peut-être une orientation qu'elles vont prendre à l'avenir. Mais l'argument nous ne pouvons pas mettre notre santé entre les mains d'un adversaire, un argument qui porte au-delà de l'électorat de Trump. Je pense que les Européens vont chercher à faire exactement la même chose. Ça a été l'un des sujets de discussion de Angela Merkel et Emmanuel Macron lorsqu'ils se sont rencontrés il y a 48 heures. Donc au contraire, cette crise est un révélateur. Et c'est un révélateur qui va, à mon avis, fonctionner contre la Chine. Parce que vous parliez des masques, et l'un des problèmes qui a été souligné dans beaucoup de pays, en Espagne, en Italie, en France également, c'est que nombre de masques importés de Chine se sont avérés défectueux. Et la Chine a toujours eu un problème pour produire des produits de qualité. On sait très bien que ça coûte pas cher, mais que ça ne veut pas grand-chose non plus. Lorsque votre santé est en jeu, que le produit corresponde au cahier des charges, c'est quand même essentiel. Donc la Chine, dans ce domaine-là, va devoir également revoir sa copie et chercher peut-être à être plus fiable. Mais je crois que le rapatriement d'industries de base, le rapatriement d'éléments essentiels au fonctionnement d'un pays, économique et je dirais sanitaire, vont être les deux arguments nationaux pour l'économie nationaliste souhaitée par Donald Trump. Donc certainement, ça va être un argument de base qui permettra éventuellement une réélection de M. Trump sur... En tout cas, c'est l'argument qu'il va mettre en avant. Je pense qu'il sera suivi par les électeurs. Donc, l'élection, si on parle de l'élection du 3 novembre, la présidentielle américaine, pour moi, elle va être très serrée. Parce que l'Amérique est très polarisée. Le nombre de chômeurs qui a augmenté à cause de la pandémie. Alors ça, c'est l'autre, voilà. Ça, c'est l'autre point. Pour finir ce premier, l'Amérique est polarisée. Il y a énormément de gens qui savent déjà pour qui ils vont voter. La campagne interviendra, mais elle ne va pas faire bouger les lignes de manière significative. Par contre, dans le détail, ça peut avoir de l'importance. Et c'est vrai que le morceau, ça va être économique. Parce que Donald Trump avait bâti son premier mandat et sa réélection sur le fait qu'il fait tourner l'économie à plein régime, que le chômage n'a jamais été aussi bas, la bourse n'a jamais été aussi haut, les États-Unis n'ont jamais autant produit, ils n'ont jamais été aussi indépendants sur le plan énergétique, etc., etc. Et tout cet édifice-là, eh bien, s'est effondré à cause du confinement et de la réponse politique apportée au coronavirus. Et maintenant, il s'agit de faire repartir la machine. La difficulté aux États-Unis, c'est que le système social n'est pas aussi généreux et étendu qu'il peut l'être dans les pays européens. C'est ça. Et que le chômage peut faire des dégâts extrêmement profonds et extrêmement rapides. On a gagné 20 millions de chômeurs en un mois, au mois d'avril. 20 millions de personnes ont perdu leur emploi. Et quand on perd son emploi aux États-Unis, la conséquence, très souvent, c'est que 3 mois plus tard, vous perdez également votre assurance santé. Parce que l'assurance santé, elle est en général fournie par l'employeur qui paye une partie de vos charges. Donc il y a une conséquence économique immédiate et puis il y a des conséquences économiques derrière. Donc il est essentiel
pour la survie matérielle et économique d'un certain nombre d'Américains que l'économie puisse repartir. C'est pour ça qu'on a un véritable conflit dans certains États entre les gouvernants qui veulent maintenir le lockdown, qui veulent maintenir le confinement, et les citoyens, les travailleurs qui veulent eux, tout simplement pouvoir survivre, pouvoir gagner leur vie. Et il faut rappeler aux États-Unis que cette crise du coronavirus, elle a frappé le pays de manière très inégale. La moitié des cas sont concentrés dans l'agglomération new-yorkaise. Exact. Imaginez, 50% des victimes sont sur 1/1000 du territoire. Et vous avez énormément de comtés et peut-être même d'États aux États-Unis où il y a aucun moins de 10 victimes, 10 décès dus au coronavirus. C'est la densité aussi. Absolument, mais vous avez des zones rurales qui n'ont pratiquement pas été touchées, et vous avez eu quelques foyers extrêmement actifs, un petit peu comme on a vu dans l'Est de la France, mais New York, ça a été l'Est de la France à la puissance 10. Donc pourquoi est-ce que les gens du Montana, qui sont à 5000 km de New York, pourquoi devraient-ils se confiner sous prétexte qu'il y a une pandémie à Manhattan? Les gens du Michigan, qui sont à 2500 km de New York, et qui, dans certains endroits, n'ont pas été touchés, se demandent aussi pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas le droit d'aller au café, parce qu'ils n'ont pas le droit d'aller au cinéma, parce qu'ils n'ont pas le droit d'aller à leur usine, pourquoi leur usine a fermé, alors que dans leur région, il n'y a absolument pas de dégâts visibles dus au coronavirus. Donc les manifestations, elles sont pas simplement des accès de colère face au gouvernement. Il y a de vrais cris d'alarme, il y a de vrais appels au secours de gens qui ont besoin de travailler pour survivre. Donc, le redémarrage économique va être la grande question de l'été. Beaucoup de personnes estiment qu'il sera plus lent que prévu et que malheureusement Donald Trump n'aura pas forcément de l'incidence là-dessus. Parce que malgré tout, l'économie aujourd'hui est internationale. Et on voit bien que le déconfinement se fait région par région, pays par pays, et que même si certaines frontières commencent à s'ouvrir, on est loin du brassage de population et des échanges que l'on pouvait constater à la fin de l'automne 2019. Le rétablissement de l'ensemble du trafic aérien dans le monde, elle n'est pas pour demain et elle n'est même pas pour dans 3 ou 6 mois, elle est peut-être pour l'année prochaine ou pour après la découverte et la diffusion d'un vaccin. Pour l'instant, cela va être beaucoup plus long. Donc, il va être difficile de rétablir la situation de manière rapide aux États-Unis. Je pense que Trump va faire 2 choses. Dans un premier temps, avec l'aide du Congrès, il y aura des aides fiscales, voire des prêts qui seront octroyés aux petites et moyennes entreprises. Et puis derrière, je crois qu'il va accélérer la déréglementation, c'est-à-dire éliminer autant de normes que possible pour que les Américains puissent polluer. Et on a vu dans les 3 premières années de ce mandat que la déréglementation fonctionnait. Parce qu'une des raisons qui faisait que l'Amérique tournait si vite, eh bien, c'est que tous les freins à la production, à la création d'entreprises et à la productivité avaient été retirés. Et donc, je pense qu'il va continuer dans cette voie-là. Donc, autrement dit, si on fait un petit résumé rapide avant de passer à la géopolitique un petit peu mondiale et surtout l'impact de cette pandémie sur le plan européen et aussi sur cette relation entre les 2 blocs sino-américains, il y a donc une remise en cause de l'autosuffisance des pays et en même temps le repliement des pays. On le voit même sur l'espace Schengen. Donc il y a une fermeture vraiment dure pour reprendre un petit peu l'esprit de ce que vous avez cité depuis tout à l'heure. Donc la remise en question sur sa dépendance à notre pays qui risque demain après-demain de fermer le robinet, de mettre tout le monde en otage. Juste un dernier mot, si vous le permettez, puisque vous êtes un spécialiste des États-Unis. La nomination de M. Slaoui, le Marocain, par le président américain, comment ça a été l'impact auprès de la communauté scientifique américaine?
Sur le point de vue scientifique, personne ne remet en cause les qualités de ce monsieur. C'est un homme d'entreprise, il est extrêmement dynamique. Il a prouvé ce qu'il savait faire au sein de le groupe auquel il appartient. C'est GlaxoSmithKline, je crois, de mémoire. Non, la seule chose qui a été soulignée par une certaine presse, c'est que ce monsieur est actionnaire de Moderna. C'est ça. Donc on a mis quelqu'un qui est à la fois juge et partie, donc il y a ce qu'on appelle un conflit d'intérêts en termes juridiques. Donc peut-être qu'on va lui demander de vendre ses actions avant de prendre ses fonctions ou de mettre ça en place, parce qu'il est évident qu'il aurait un intérêt direct à ce que Moderna soit le laboratoire qui produise le vaccin. Or, l'idée c'est pas que Moderna produise un vaccin, c'est qu'on trouve un vaccin et qu'il soit produit. Et qu'après il y ait une sorte d'union des producteurs pour rendre ce vaccin disponible. Et au passage, on a eu un petit scandale en France avec l'affaire Sanofi, parce qu'ils ont dit qu'ils serviraient d'abord les Américains, ce qui est un peu maladroit, mais ils ont reconnu par là que leur recherche était financée principalement par des fonds américains, et que donc ils étaient quelque peu redevables à ces fonds pour les résultats. Mais je crois que Donald Trump reconnaît très bien que le vaccin, lorsqu'il sera obtenu, il sera rendu disponible, je crois, à l'ensemble du monde. Il le mettra pas gentiment, mais il le mettra parce qu'il n'a pas véritablement le choix. Par contre, il sera diffusé d'abord dans les zones les plus à risque. Il sera diffusé auprès des soignants, des médecins de ville, de tous les gens qui interviennent dans le système de la santé pour les protéger. Et puis il sera diffusé au reste de la population après. Donc il n'y aura pas de conflit là-dessus. Et le laboratoire, l'équipe qui trouvera ce vaccin, elle aura le prix Nobel de médecine et elle profitera de sa gloire qui retombera sur la société, il trouvera sur la compagnie qui trouvera des bénéfices ailleurs. Il est possible aussi que l'on découvre plusieurs vaccins et on verra comment ça fonctionne parce que tous les pays travaillent là-dessus et il est possible que les Anglais aient leur vaccin, que les Américains aient leur vaccin. Il est possible que les Chinois parviennent à produire un vaccin les premiers, puisqu'ils travaillent également là-dessus, et qu'après tout, ils connaissent très bien le virus, puisqu'ils viennent chez eux. Et je suis personnellement convaincu que si les Chinois trouvent un vaccin, les États-Unis ne le prendront pas. Les États-Unis attendront d'avoir le leur. C'est la leçon à retenir par rapport à ce qu'ils ont vécu jusqu'à maintenant. Absolument. Voilà. Et au tout début de la pandémie, lorsque la Chine a proposé des tests, puisque eux avaient réalisé des tests pour dépister le Covid-19, les Américains ont refusé les tests chinois. Ils ont produit les leurs. Ce qui d'ailleurs a retardé leur production de tests de plusieurs semaines, parce qu'il y a eu une petite erreur au départ. Donc le CDC, le Center for Disease Control d'Atlanta, qui est l'agence qui supervise ce type de production aux États-Unis, ils ont un petit peu gafouillé, mais la position américaine, c'est on ne prend pas de médicaments qu'on n'a pas testés d'abord à l'étranger, on produit les nôtres. Et donc je suis convaincu que les Américains n'utiliseront pas un vaccin si ce vaccin est produit initialement en Chine. Peut-être qu'ils le copieront, qu'ils l'imiteront, mais ils produiront le leur. Ils n'iront pas se faire vacciner par les Chinois. Ça ne marcherait pas. C'est le minimum. Comme vous l'avez dit au départ, les Américains, et à leur tête le président américain qui a pris la décision de revoir un petit peu sa stratégie de production, sa stratégie économique, donc dans son ensemble, c'est-à-dire de rapatrier des sociétés, de penser autrement l'économie américaine. Mais comme vous l'avez pu constater, les alliés traditionnels des États-Unis, notamment en Europe, c'est un petit peu la même démarche avec cette dette qui a été dette européenne, donc ce projet de dette européenne que Emmanuel Macron et l'Allemande Madame Merkel qu'ils ont pris la décision de le mettre en place pour relancer l'économie européenne dans un espace fermé. Encore, je le redis davantage, tout cela, selon vous, créera-t-il une cohésion tant attendue entre les États-Unis
et ses alliés traditionnels qui ont passé un certain moment, on l'a évoqué avec vous, un an en arrière, voire un an et demi, presque un divorce qui a été annoncé. Et notamment sur l'OTAN, notamment sur parfois des décisions de M. Trump et de pénaliser des sociétés européennes. Est-ce qu'on peut-on parler d'une retrouvaille entre les alliés pour affronter le géant chinois? J'en suis pas convaincu du tout, honnêtement. Pour moi, c'est pas ce qui ressort immédiatement de la crise. Ce qui ressort de la crise, vous l'avez souligné, c'est ce repli nationaliste ou régionaliste, repli américain, repli européen. L'Europe, et je pense à la zone euro, plus qu'à l'Union européenne, mais la zone euro a l'occasion de sortir renforcée de cette crise, ou au contraire d'y laisser sa peau. C'est un moment qui est assez délicat pour la zone euro aujourd'hui, parce que des économies déjà très fragiles, l'économie italienne, même l'économie de la France, des pays qui sont excessivement endettés et qui ont des déficits budgétaires conséquents, ces pays se retrouvent dans une situation économique extrêmement grave et à devoir à nouveau emprunter pour relancer la machine. Le grand problème de l'Europe jusqu'à présent, c'est que les Allemands en particulier, et les Autrichiens, les Pays-Bas, mais ce sont des petits pays, donc comptent un petit peu moins, respectonnés, mais comptent un petit peu moins, refusaient cette idée de mutualiser la dette et ils ne voyaient pas pourquoi les Hollandais iraient payer les dépenses des Italiens. C'est pas comme ça que ça fonctionnait, et donc il y avait ce refus catégorique de mutualiser la dette. Et on a vu encore le mois dernier que la Cour constitutionnelle allemande a rejeté cette idée même de créer des Corona bonds parce que ils vont contre la Constitution allemande et la Constitution allemande interdirait aux banques allemandes d'acheter ces bons du Trésor qui couperaient un petit peu l'air sous le pied de la BCE et l'empêcherait de financer la relance économique auprès des pays de la zone euro. Cette décision a été contestée à la fois par la Cour de justice européenne et par la présidente de la Commission de l'Union européenne, et elle a été non pas invalidée, mais elle a été implicitement critiquée par Angela Merkel lors de sa rencontre avec Emmanuel Macron, puisqu'elle a entériné le projet d'un fonds de 500 milliards d'euros émis par la BCE pour soutenir les économies. Donc si cette vision-là est celle qui prévaut demain, la zone euro sortira renforcée, parce qu'on aura pour la première fois franchi ce seuil psychologique de l'idée que les dettes d'un pays peuvent être non pas payées par un autre, mais elles peuvent être liées de telle manière que les taux d'intérêt italiens ne soient pas 3 fois plus élevés que les taux d'intérêt accordés au prêt allemand, ce qui serait une victoire considérable pour la zone euro. Si, à l'inverse, il s'avère que les Allemands rejettent l'idée de ce plan, et après tout, Angela Merkel elle-même est élue, on sait que c'est a priori son dernier mandat, mais on verra si son parti parvient à conserver le pouvoir. On a vu une certaine montée des extrêmes, aussi bien à droite qu'à gauche, en Allemagne au cours des élections récentes. Si l'Allemagne rejetait ce plan, ce serait la fin de la zone euro. On aurait une zone euro dont l'Allemagne sortirait. C'est pas du tout son avantage. Parce que il y a plusieurs scénarios pour la fin de l'euro. C'est-à-dire que la fin de l'euro, les Italiens n'arrivent pas à soutenir, à payer les taux d'intérêt que la zone euro, que le fait d'être dans la zone euro leur impose. Et donc ils décident d'en sortir. Ils retournent à la lire, qui est considérablement dévaluée. Mais cette dévaluation leur permet d'être beaucoup plus compétitifs sur les marchés extérieurs, et après un appauvrissement temporaire, ils parviennent à s'endresser. Seulement si l'Italie sort de la zone euro, la pression viendra sur la France, et il est évident que une zone euro sans l'Italie, sans la France, c'est plus une zone euro. Donc la monnaie serait effectivement plus valable à partir de ce moment-là. Autre scénario,
c'est une sortie par le haut, c'est une sortie des Allemands. Les Allemands disent non, nous refusons de se laisser aller fiscal parce que vous savez les 3% de déficit budgétaire imposés par Maastricht, eh ben, ils ne sont plus respectés, ils ne vont pas l'être par un certain nombre de pays pour un certain nombre d'années. Donc les Allemands disent qu'ils rejettent ce type de politique économique et que donc eux quittent l'euro par le haut, ils retournent au Deutschmark et immédiatement le Deutschmark prend une telle valeur que l'économie et les produits allemands ne sont plus compétitifs sur le marché étranger. Or, l'euro a énormément bénéficié à l'Allemagne parce que l'euro n'est pas une monnaie forte et que les produits allemands se vendent très bien partout dans le monde parce qu'ils ne sont pas liés à une monnaie forte. Si demain les Allemands retournent au Deutschmark, tous leurs produits coûteront 2 fois, 3 fois plus cher. Ils se vendront beaucoup moins bien et l'économie s'en portera beaucoup moins. Donc les Allemands n'ont pas intérêt à sortir de l'euro. Donc si on regarde cette situation de manière très objective, on se dit qu'il y a peut-être pour la zone euro, ici, l'occasion de se renforcer. Et s'ils sortent de cette crise avec cette mutualisation et ce fonds de 500 millions internationalisé au moins au sein de cette zone, je pense que la zone euro on sera renforcé. Et pour terminer sur ce point, j'ai bien distingué la zone euro de l'Union européenne, parce qu'aujourd'hui, pour moi, l'Union européenne, je ne dis pas qu'elle se limite, mais ce qui la tient encore, c'est cette monnaie commune. Si la monnaie commune disparaît demain, l'Union européenne disparaîtra aussi. Donc, ce qu'il faut sauver aujourd'hui, c'est l'euro, c'est la zone euro. Bien sûr. Bien sûr. D'où la question qui s'impose par rapport à leur position, cette Europe, ou bien cette zone euro, sa position vis-à-vis de la Chine. La position européenne vis-à-vis de la Chine, la réaction des Européens vis-à-vis de la Chine va être pour moi exactement la même que celle des États-Unis. C'est-à-dire qu'on va se poser exactement les mêmes questions. Alors, il faut préciser une chose, c'est qu'on a vu face à la pandémie une Europe partir dans le chacun pour soi. Et les Italiens avoir beaucoup de mal à obtenir une aide d'autres pays européens au tout début de la crise. Et ça, c'est parce que tout le monde savait qu'ils allaient être touchés et que donc ils ne pouvaient pas se déshabiller aujourd'hui parce qu'ils avaient besoin d'être habillés, ils auraient besoin d'être habillés demain. On a vu des choses assez aberrantes dans cette crise. On a vu en France des patients qui étaient à Mulhouse être transférés dans des hôpitaux à Bordeaux ou à Nantes, ce qui est à 700 km de Mulhouse, alors qu'il y avait des lits disponibles en Allemagne, de l'autre côté de la frontière, à 150 km de Mulhouse. Et néanmoins, on n'a pas pensé aux lits allemands. Mais il faut préciser une chose, c'est que l'Union européenne n'a pas de compétences sanitaires. La gestion de la santé restait des gestions souveraines. Chacun a son système. Il est possible que, au sortir de cette crise, on cherche d'une certaine manière à uniformiser le système et à faciliter les liaisons intra-européennes. Ça fait partie des sujets dont ont discuté Angela Merkel et Emmanuel Macron. Pour les médicaments, pour les masques, pour le matériel médical, on l'a bien vu, il y a eu sinon une pénurie, au moins des tensions dans l'approvisionnement en France, et les Européens vont inévitablement reconstituer le stock. Et là, il y a la possibilité de créer un stock européen. Plutôt que de multiplier les zones de stockage, les zones de production, c'est manifestement quelque chose qui pourrait passer sous compétence européenne. Et donc, servir à resserrer certains des aspects de l'Union. Donc, vis-à-vis de la Chine, l'Europe va regarder quels sont les éléments essentiels à sa survie sanitaire et économique et quels sont les éléments qui mériteraient d'être rapatriés à l'intérieur au moins des frontières de Schengen et peut-être même de certaines frontières nationales. Ils vont faire exactement comme les États-Unis. On ne va pas remettre en cause la mondialisation parce qu'elle est inévitable, parce qu'elle est là. Mais eux aussi vont regarder de plus près à ce qu'ils ont obtenu, ce qu'ils payent, les faiblesses, pourquoi il y en a eu et comment chercher à les corriger.
Sauf que tout simplement cette affaire prend de l'ampleur hein, sur le plan image aussi, surtout après cette fermeture hein, de l'espace Schengen et même à l'intérieur de l'espace Schengen, comme vous l'avez bien expliqué, entre États de l'Union européenne. Hein. Donc on a vu les Italiens à un certain moment, ils étaient à genoux et demandaient de l'aide hein, vis-à-vis d'autres pays qui, soi-disant, ça fait pas longtemps unis et en même temps sur le même bateau. Voilà. Donc et maintenant il y a un autre problème. Il y a un terrain qui risque d'être le terrain d'affrontement économique, peut-être voire politique, voire militaire, qui s'appelle l'Afrique, avec cette offensive chinoise en Afrique et récemment, je ne sais pas si vous l'avez entendu parler, cette décision qui a eu lieu hier, la fin définitive de franc CFA pour la France. Oui, c'était déjà en cours. Ça avait voilà, oui, je le sais, après les cours. Oui. Ouattara en Côte d'Ivoire. Oui. Il y avait déjà eu plusieurs annonces. Alors, c'est une fin et une fausse fin parce qu'en fait ils le remplacent par une monnaie qu'ils veulent appeler l'éco, je crois. Mais ils veulent découpler le franc CFA de l'euro, ce qui est très très dangereux pour l'Afrique, mais ce qui permettrait aussi peut-être de dévaluer ces monnaies et de rendre les produits africains encore plus compétitifs à l'extérieur et de donner plus d'indépendance. Ce serait une première étape à la création d'une sorte de banque centrale. Elle existe déjà. Il y a une banque centrale des États d'Afrique de l'Est et des États d'Afrique de l'Ouest. Donc, donner plus d'indépendance monétaire aux pays africains fait partie de ce plan-là. Maintenant, les Africains se méfient énormément parce que malgré toutes les critiques qu'ils ont pu avoir sur le franc CFA, parce que le franc CFA a été couplé d'abord au franc et puis après à l'euro, c'était une monnaie stable. C'était une monnaie stable, c'était une monnaie qui empêchait l'inflation, c'était une monnaie qui restait fiable, c'était une monnaie qui était convertible en euros, donc qui avait de la valeur à l'extérieur de leurs frontières. Une fois qu'on abandonne ces avantages, les pays africains, qui sont pour la plupart des pays endettés, vont avec des déficits publics extrêmement importants et des rentrées fiscales relativement faibles, les pays africains vont se rendre compte qu'il est très très difficile de maintenir une monnaie crédible dans des conditions comme cela. Je pense aux pays de l'Afrique subsaharienne principalement. Et donc cette affaire-là n'est pas simple. Par contre, puisque vous parliez au tout début de la présence chinoise en Afrique, exactement. C'est une présence qui n'est pas nouvelle. Ça fait oui, mais qui va prendre de l'ampleur maintenant. Les Chinois ont décidé de s'implanter en Afrique, de déconstruire des infrastructures. Ils ont un système de prêts financiers qui est infaillible, extrêmement dangereux, mais extrêmement profitable, dans la mesure où, en quelque sorte, ils avancent des fonds aux pays africains pour que ces pays africains puissent leur commander des infrastructures, des routes, des ponts, des barrages, des aéroports, des infrastructures portuaires. Ces infrastructures portuaires, elles sont construites avec des ingénieurs et parfois même avec des ouvriers chinois. Oui. Mais après la gestion des États-Unis, la gestion de ces infrastructures est laissée aux Africains, qui doivent en même temps commencer de rembourser les dettes, sachant que s'ils ne parviennent pas à rembourser la dette, c'est la Chine qui récupère la gestion et la propriété de ces infrastructures. Je pense notamment aux infrastructures portuaires. Donc c'est extrêmement dangereux pour l'Afrique, c'est profitable à très court terme, c'est très coûteux à très long terme, et surtout, cela nécessite que ces infrastructures soient rentabilisées immédiatement. Et le gros problème de l'Afrique, c'est vrai qu'un certain nombre de pays manquent d'infrastructures, mais d'un autre côté, l'Afrique manque surtout des activités industrielles qui génèrent les devises qui permettent d'entretenir les infrastructures. À part le port d'Abidjan, il y a beaucoup de ports en Afrique qui fonctionnent à 30-40% de capacité. Parce qu'il n'y a pas le flux le volume d'affaires qui permettent de faire qu'il fonctionne mieux. Et énormément de pays ont investi dans de nouveaux ports, des infrastructures souvent en eau profonde,
qui permettent d'accueillir des navires plus importants, et ces infrastructures sont là aujourd'hui, mais qu'un navire accoste quelque part, si après vous n'avez pas les routes ou les chemins de fer pour transporter ces denrées dans leurs différentes destinations, et qu'une fois arrivé à destination, vous avez surtout une population qui n'a pas les moyens financiers d'acheter ces denrées, ça ne fonctionne pas. Donc le gros problème de l'Afrique, c'est qu'elle doit développer simultanément ses infrastructures, mais aussi ses capacités manufacturières. Et pour l'instant, ça manque beaucoup. La Chine a permis de faire un certain nombre de choses, mais elle fait toujours cela à son avantage, financier ou autre. Et là aussi, on pourrait se trouver à une sorte de tournant, parce qu'il y a eu une petite crise dont on n'a pas beaucoup parlé dans les médias européens, mais en Chine, il y a énormément d'étudiants africains. C'est ça. Il y a énormément de ressortissants pays d'Afrique noire qui sont sur place. Et dans le cadre de la crise du coronavirus, certains se sont plaints d'être maltraités dans les hôpitaux chinois. S'il y avait un client chinois et un client africain qui étaient tous les deux en besoin de soins, le client chinois passait d'abord et l'Africain après. Et les Africains sont très susceptibles. Et très souvent à raison. Je parle de l'Afrique noire, de l'Afrique subsaharienne, encore une fois. Et donc, il y a eu ce petit réveil de l'Afrique qui s'est soudain aperçu que nos amis chinois, ils n'étaient pas forcément nos amis sincères et qu'il y avait toujours des petits problèmes. Ça les a beaucoup vexés. Et donc, je pense que là aussi, on va assister à une réévaluation d'un certain nombre de relations. Maintenant, la Chine, aujourd'hui, est le premier investisseur. Techniquement, c'est le deuxième. C'est la France qui reste le premier investisseur en Afrique. Mais les Chinois, sur les 15 dernières années, et notamment en Afrique anglophone, je pense à l'Éthiopie, au Nigeria, à la Tanzanie, à ces pays-là, au Kenya, même au Soudan ou en Égypte, la Chine est très présente. Elle a fait de l'Afrique un élément très important de cette fameuse nouvelle route de la soie, pour à la fois garantir ses approvisionnements énergétiques et le débouché de ses produits manufacturés. Et elle va continuer sur cette ambition parce que c'est l'ambition de quelques décennies à venir. Donc elle va rester un acteur majeur en Afrique, et peut-être qu'il y aura un petit rééquilibrage de la relation. Et le souci qui se pose, les États-Unis sont presque absents dans cette... Absolument. Est-ce que ça c'est son intérêt? Est-ce que c'est l'intérêt? Totalement absents. Ouais. Alors, ils sont totalement absents et c'est vrai que l'Afrique n'est pas, enfin, pour parler en termes un petit peu crus, l'Afrique n'est pas sur le radar stratégique américain. Peut-être à tort, parce que l'Afrique est le foyer démographique le plus actif sur la planète. Et c'est un continent qui va poser des problèmes dans les 25, 30, 50 années à venir si il n'y a pas de décollage économique, parce qu'il y a une jeunesse dont on ne sait pas quoi faire et qui ne sait pas quoi faire et qui inévitablement quittera ces pays pour aller chercher fortune ailleurs. Et donc la nécessité du développement de l'Afrique, on sait qu'elle existe. Les Américains, ils ne sont pas tous Bill Gates, ils ne sont pas tous philanthropes. Et ils ne veulent pas investir à perte. Et donc là, Donald Trump cherche à mettre en place un système d'incitation aux entreprises qui faille que le gouvernement aidera celles qui vont céder. Mais c'est plus une initiative privée, c'est plus une ambition qu'un véritable programme. Comment s'appelle-t-il? John Bolton, qui a été brièvement le conseiller à la sécurité nationale du président Trump, en décembre 2018, donc il y a un petit peu plus d'1 an, il avait évoqué cette nouvelle stratégie pour l'Afrique. Il lui avait donné un nom, je crois que c'était Prosper Africa ou quelque chose comme ça, pour une Afrique prospère. Mais c'est pas véritablement un plan gouvernemental, c'est plus des incitations aux entreprises de redécouvrir les possibilités de développement qui existent en Afrique et d'aider celles qui iraient aider des entreprises africaines à se développer sur place. La question, pour moi,
prend le problème par le bon bout. C'est-à-dire qu'encore une fois, la croissance, les plus-values, elles se trouvent dans les produits manufacturés. Et l'Afrique doit parvenir à ne plus simplement être le continent des matières premières que tout le monde vient exploiter. Elle doit être un continent capable d'avoir sa propre production industrielle à destination intérieure et internationale. C'est ce n'est pas le cas. Ces économies de décoller. Pas le cas de la quasi-totalité. Hein. Je parle des pays africains. Il y a quelques rares exceptions qui essayent, avec les moyens de bord, hein, de faire des avancées là-dessus. Hein. Donc, on a parlé déjà de l'Éthiopie, qui connaît un décollage important, mais qui est sous domination chinoise, que tout le monde le sait. Ah oui. Il y a le Maroc qui essaye, avec le soutien de la France et des Occidentaux, de faire un pas en avant par rapport à sa situation géographique et notamment la porte de l'Afrique, hein, donc et la proximité à l'Europe. Je pense que les pays du Maghreb s'en sortent et vont continuer à s'en sortir un petit peu mieux à partir du moment où ils contiennent l'élément islamique qui peut être très très déstabilisant. Mais de par leur histoire, de par leur positionnement géographique, sont plus avantagés, on va dire, et plus intégrés à la mondialisation. Je pense au système bancaire marocain, par exemple, et qui leur permet quand même de s'en sortir un petit peu mieux. Les gros problèmes en Afrique, ce vont être des pays comme le Mali, comme la République centrafricaine, comme le Congo RDC, qui sont des pays à la fois extrêmement étendus, plus ou moins peuplés, avec des retards économiques considérables, et une taille géographique telle qu'il est très très difficile d'aller développer ces zones. On l'a bien constaté avec le soft power marocain qui a commencé depuis un certain temps sur le plan économique et aussi sur le plan religieux avec les différentes visites du roi du Maroc dans un certain nombre de pays africains et aussi la réintégration du Maroc à l'Union africaine. Et récemment, ça fait presque un mois, l'Algérie aussi a entrepris après l'arrivée du président Tebboune cette démarche de soft power algérien aussi vis-à-vis de l'Afrique. Donc il y a ce réveil, sauf que comme vous le savez, hein, donc le conflit entre deux frères, ça se termine jamais avec la clarté. Voilà, donc il y a un réel souci entre le Maroc et l'Algérie. S'il y avait un grand Maghreb, il y a possibilité de faire quelque chose, mais là ça reste toujours des initiatives un petit peu unilatérales d'un pays à un autre qui pèseront pas grand-chose dans cet échiquier géopolitique, géoéconomique, international. Et comme vous l'avez bien dit, l'Afrique, c'est un terrain qui est fertile aussi. Donc, Monsieur Gérald Olivier, merci infiniment de ce temps que vous m'avez accordé et sincèrement, ça me touche à titre personnel. Cet éclairage fort intéressant, qui est transversal, un peu de la situation américaine, on a parlé un petit peu sur la géopolitique mondiale et aussi surtout cette notion que vous avez bien défendue. Les Américains maintenant s'opposent et surtout le président Trump maintenant, il se pose la vraie question de la dangerosité de dépendance vis-à-vis de la Chine et notamment sur les produits médicaux, mais aussi de tenir compte aussi de créer un vaccin américain, mais pas plutôt un vaccin américain gouvernemental, mais pas un vaccin américain d'un entrepreneur, hein, grosso modo, qui s'appelle Monsieur Bill Gates. Il faut bien préciser à notre auditoire que Monsieur Gérald Olivier, journaliste, chercheur à l'Institut Prospective Sécurité en Europe, spécialiste des États-Unis, consultant aussi en communication et médias. Il se consacre à son blog France America. Merci infiniment, Monsieur Gérald Olivier, et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée, monsieur. Au revoir. Au revoir. Arc-en-ciel avec Abdilatif. L'info libre et crédible.